Focus ma tronche. Donc en fait, là, pour expliquer un peu ce que je vais faire, c'est que j'ai une BD à faire sur une dégustation de pommes de terre, de variétés de pommes de terre que j'ai faite à la Chambre d'agriculture de l'Aude. Et donc c'est une bande dessinée de communication qu'on m'a commandée pour faire la promotion de ces nouvelles variétés de pommes de terre, parce qu'ils essayent d'en diffuser, parce qu'il y a une variété là qui est un peu hégémonique, qui s'appelle la Mona Lisa, et qui est en fin de cours, c'est-à-dire que les semences se perdent, quoi, sont vieilles, dégénèrent, et on n'arrive plus à en trouver. Donc, la Chambre d'agriculture de l'Aude m'a commandé une BD pour rendre compte de cette dégustation de nouvelles variétés auprès des consommateurs et pour faire la promotion de ces nouvelles variétés de pommes de terre et des recherches que fait la Chambre d'agriculture de l'Aude et les producteurs de pommes de terre du pays Qatar. Donc c'est la pomme de terre, je vais la mettre là, la pomme de terre du pays Qatar. Attends, je vais la mettre, tu vas voir, hop, la pomme de terre du pays Qatar, voilà. Voilà, formidable. Donc, donc on va parler de la pomme de terre du pays Qatar. Et j'ai fait le scénario et maintenant je vais faire un storyboard vite fait que je vais faire valider plus tard par la Chambre d'agriculture. Voilà. Alors on va partir et puis on va écouter un peu Richard en même temps. C'est pas évident, mais voilà. Mais il est arrivé, l'équipe audiovisuelle a eu un malaise. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra le dire. On a beaucoup rigolé. Et parfois, Ok, mes cours, j'ai fait venir des invités, notamment quand on faisait donc on va ça avec des passer à l'écran conférences. 2. Ce qui Et nous j'essayais de intéresse, faire c'est en ça. sorte que quand il y avait conférence Hop, le soir, et ben avant, je les calais souvent le mardi, et quand j'avais des invités de marque ou de renom, je les faisais intervenir dans mon cours. C'est pas toujours facile parce qu'il faut qu'ils soient raccord avec ce que j'ai raconté. alors, bon, je laisse parler, c'est pas très important ce qui était pour l'instant. Où se passe la dégustation? Alors là, c'est le gars, c'est moi. Je me mets en scène pour accompagner le lecteur et un gars qui me répond. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais aller vers ma voiture, là. Voilà. Ça, c'est ma petite Clio. Hop. Donc, je vais vers ma Clio. Comme c'est la première scène, c'est bien de faire une vue plutôt générale. Voilà. Pour faire... donc, j'avais encore ma petite couette à l'époque. Hop. Et je lui parle au téléphone, en fait. C'est pas mal, hein, l'iPad Pro. Bon, là, c'est vraiment des dessins vite fatch. Hein. Ah oui, je m'éloigne du micro. Voilà, je vais le baisser un peu. En fait, il est un peu haut quand je dessine. Hop, allez, on relance un peu Richard. Débats incrémentiels, bon, je vous en reparlerai peut-être une autre fois, mais j'appelle ça comme ça, des débats où, en fait, à chaque fois que je balance une petite injonction en plus, un élément en plus, une vidéo en plus, un extrait radio en plus, les étudiants et étudiantes construisent une pensée de plus en plus élaborée. C'est une sorte de maïeutique collective tout à fait sympa. Sinon, j'ai emprunté aussi, je remercie Nicolas Gaillard, respect, Nicolas Gaillard de la Scope L'Orage. Merci pour les méthodes, notamment celle du débat mouvant, parce que le débat mouvant qui consiste à poser une question clivante, partager un amphithéâtre en deux ou un groupe en deux, permettre un En système qui fait, fait que je chaque pense à un groupe peut prendre la truc. parole avec chaque Ma fenêtre groupe qui donne navigateur, un ou une représentante je peux la la mettre parole, là. et ça permet d'avoir un débat contradictoire à grand groupe et avec changement de position Ouais. possible, de manière à Et voir si je fais l'impact de ça, chacun des arguments qui est développé. Et donc, merci pour ces méthodes-là, elles sont c'est chouettes, chiant. vous ne les verrez peut-être Attends, pas toutes dans les je ferme vidéos, il y a ça. pas mal de choses, donc, de Voilà. contenu que vous aurez Ah, pas. mais voilà, Là, je ça c'est dirais que c'est bien. la forme, ce que vous allez Comme voir, ça, c'est la je peux forme la le. plus aboutie et je dirais la moins interactive, parce que de toute façon, filmer, ça voulait dire, si je faisais des débats, filmer les gens qui posaient des questions, filmer la salle, Il faire les faudrait que je le autorisations, mette en les plein écran quand même, étudiants ce qui brave font Richard. leur funch
hop, à l'écran. voilà. Et prise de son, enfin c'est la misère. Donc j'ai renoncé à toute forme de débat comme ça. Mais c'est un petit peu plus interactif que Ah. vous avez pu voir. Je remercie aussi tous mes collègues Je qui suis sont venus me désolé, voir. hein, Et je remarque fais un qu'il y a peu des de étudiants réglage. qui n'ont pas tellement envie qu'on vienne voir leurs cours. Parfois des freins comme ça, pas toujours, mais Voilà, voilà. bien, c'est pas trop que- Donc, pourtant, moi, lui, il tient un sac à main, moi, je suis très une content petite quand des collègues viennent, sacoche. hein, surtout quand ils sont plus pointus que moi sur le sujet, parce qu'ils mettent une misère. Après, ils me disent, bah tu sais, c'était pas bon, ça c'était pas bien, ça c'était mauvais, ça c'était consternant. Ça serait mieux que, Ça c'était bien. Ah tiens, j'ai pour appris qu'on un truc, comprenne je bien sais que pas. c'est la voix du Et c'est téléphone, grâce à ça. ça que j'ai pu corriger. Par essai, Alors, j'ai corrigé. Et quand ils mettaient une grosse ce serait touche, mieux j'allais qu'en retapper fait, les bouquins qu'ils le montraient. téléphone soit dans Et donc, l'autre merci main. à eux, il y en a tellement que je peux Voilà. leur répondre. Il y a des gens qui ont participé de manière plus discrète. Oui, Je pense c'est notamment mieux. à François B, le graphiste. Respect François B. Hop. Parce que François B, il a concocté nos logos. Il m'a concocté des faux, c'est-à-dire des images qui sont fausses, truquées pour mes cours. Il m'a fait plein de choses assez inouïes. Le t-shirt qui est là, il a fait plein de choses. Hop. Et donc merci François. Vous retrouvez son site François-B, vous le verrez sur la fin du générique, hein, si vous regardez le générique du début attentivement. Il y a aussi des gens qui ont participé au jury. Je vous en parlais tout à l'heure, il y avait des jurys, c'était dans un modèle d'évaluation qui a un petit peu changé. Elle est un depuis. peu petite Mais la j'avais des voiture. jurys, il y a des gens qui ont été d'énormes représentants. C'est pas super grave, mais en même temps, j'ai de jamais. jury. Alors je rends hommage à Non, Sandra Diopoli, par exemple, à Non. Géraldine Fabre de notre bord, à Nicolas Pourquoi il Vivant, fait ça? plein de camarades comme ça qui sont venus Ah, au prêter secours. leurs compétences critiques à l'évaluation des dossiers des étudiants. Alors, Bon. je pourrais vous raconter pas tout du ce tout qu'on ce me que je dit voulais qui est bien faire. dans mes cours. Voilà. Et il y a des trucs qui semblent être bien, puis des étudiants qui reviennent, il y a des étudiants qui ramènent leur famille, il y a des étudiants qui, comme c'est un cours ouvert, et merci à Ah, tous qu'est-ce d'avoir qui se accepté de passe? l'ouvrir publiquement. Bon, je maîtrise rien, Ben, pas même tout le l'iPad monde, je me dis que je découvre en même temps, parce que j'ai. si je me fie aux témoignages que j'ai à la fin des cours. Donc c'est super, mais Alors, à la écoute, fin des cours, moi, mes cours font 2 heures. c'est rigolo au Je peux moins, avoir c'est l'aventure. un temps de 2 heures au moins, voire 3, parce que le service après cours, ben, quand c'est sur des sujets qui sont J'aimerais bien agrandir un peu cette voiture. marqués Alors, et lourds comme ça, je vous donnerai quelques détails là, tout à si l'heure. je fais une sélection Les discussions à main qu'on levée, montre sont riches, sont intéressantes, sont ajouter, captivantes, sont troublantes parfois et nous amènent des fois jusqu'à 23 heures. voilà. Donc, je remercie aussi ma famille qui accepte que je rentre. Et après, je peux super le mardi pas. soir. Merci. Merci. J'en fais quoi de Et, cette sélection? mais je vais vous parler surtout des difficultés. Quand Parce tu que je prends me le méfie chiffre, de ce qu'on appelle le biais d'attrition. je peux pas le grandir. Je peux pas juste grandir. Si je là. me fie aux gens qui viennent Si, me il doit voir y à la fin avoir des moyen, cours, mais je sais pas j'ai l'impression comment on que fait. tout le monde est Peut-être. content, dithyrambique, tout le monde est ravi. Non, ça c'est En autre fait, on est chose. Ça contents, c'est on s'en fout. qui en maugréant ou peut-être en insultant. Il y en a peut-être qui ont détesté, et eux, je les vois peut-être pas. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure certains ont pu être choqués, froissés, mécontents, insatisfaits. Et donc, je me méfie beaucoup. Donc, comment je fais pour agrandir ce truc maintenant? Viennent me voir à la fin des cours. Alors, moi, je vais vous parler des Effacer. Nanana. Alors, il y en a un paquet. Ah, peut-être il faut que je fasse ça. Ah, voilà. Et là, par exemple, adapter à la toile, non, retenter, uniforme, déformation. Premier problème, la taille de l'amphi. J'ai commencé dans des amphis qui faisaient 180 places. Bon, en pharma, j'étais dans des groupes de 30, c'est pas le même contexte, mais encore Voilà. 180 places. 180 Voilà. places, je dirais que ça reste encore convivial. C'est-à-dire que vous pouvez encore imaginer pouvoir Déformé. repérer les gens, leur donner un prénom. Uniforme, les voilà, retrouver, les uniforme. Bon, bah Quand voilà, on elle est passe, un comme peu il y a mieux deux, là. 3 ans, là, On va la mettre à comme la ça, taille du voilà. dessus, à l'Amphiveille. Merci d'ailleurs Ok. à Saïd Atedjar qui Et là, je reprends mon pinceau, puis on fait un peu de. On va dire que là, donc le Malou, l'amphi de 800 places, alors il n'est pas plein, mais même moitié plein, déjà ça vous fait une belle montagne devant vous. Et ça devient, en plus avec la pénombre, Non, très ça va difficile pas. d'identifier les gens. Donc ça rend un peu impersonnel le truc. Ça Donc, va dans le pas, il ratio, faut que là, il y ait c'est des. un gros débat avec mes collègues, c'est est-ce qu'il faut revenir à des tailles Les modestes? roues sont un peu Simplement, noires. je sais pas, Là, moi, il j'essaie faut de- qu'il y ait ça. Là, c'est comme revenir à des ça. tailles modestes. Là, hop, Pour avoir un rapport plus chaleureux, je dirais, plus personnalisé et aller peut-être Hop. plus loin. voilà. Ou est-ce Bon, c'est pas qu'il faut terrible. accepter de faire un cours qui est Et alors, en généraliste, fait, il faut quand même que le trottoir soit parallèle à la mais qui voiture, touche pas sinon mal de ça gens fait qui bizarre. peut-être auront envie Et ensuite de autour, retourner dans des derrière, il y a modèles des arbres. Et il y en a, Dieu sait qu'il y en a, car le cortex produit pas mal de modules pédagogiques dans divers. Voilà. Et on a Alors, opté il a pour une cette tête un peu option-là, bizarre. c'est-à-dire, Donc, la bah, gomme, tant pis, faisons de ce cours une espèce de créneau d'ouverture, opacité sur un moment baissant. où Et les étudiants taille. apprennent. Je peux pas jouer sur la dureté de la gomme et un peu? ensuite peuvent rebooter avec des Non. Ah, contenus si. qui sont plus pointus.
que ce soit en santé. Aérographe, non, j'ai pas un aérographe, une Il y a gomme. moyen de remonter ensuite vers des modules qui sont plus pointus, jusqu'en doctorat d'ailleurs. Le cours que je fais là, il est aux licences 1, 2 et 3. Peinture. Au début, il n'était que licence 1 et 2. Pire, au Toujours tout sur la début, gomme. Ah, je peux il faire était plein aux de licences trucs. 1 et 2 de sciences des expériences Alors, majeures, je peux pas illustrées, faire dessin, voilà. Voilà, sciences bah, ça c'est environnementales pas mal. et Ok. sciences humaines et sociales. Donc Aussi je peux avec faire une gomme. culture, Ah, mais c'est beaucoup trop avec gros. une espèce de truc, étrange. Je vois pas mal de collègues qui défendent encore cette idée-là, qui est à mon Ça avis va pas. caduque, délétère, pauvre et navrante. Bah si, ça devrait être Donc bon ça. il a fallu que je force un peu le bouchon et pour me rendre compte à la fin que malgré tout l'amour que Ah j'ai non, pour ça le va travail pas. que font les gens de Ça va l'administration pas. à l'université, en fait le blocage n'était que administratif et c'était des Dessin, usages de l'université peinture. qui étaient un peu différents et Bah, juste une il a gomme fallu prendre le temps de normale en décortiquer et fait. discuter un petit peu pour que tout le monde se réconcilie et qu'on arrive à ouvrir au L1, L2, Porte-mine, toutes disciplines confondues. Pardon. peppermint, voyons. Et si ce n'est santé, Et qui ça. fait partie, enfin, c'est notre espèce. Voyons. Mais on les retrouve dans un cours spécifique. Ouais, qui c'est un peu s'appelle chiant, santé, hein. des Je fois, donne ça une fait gomme plus qui de marche 6 ans. mieux, Mais c'est moi. un autre monde. C'est même pas le même campus pour tout vous dire. Voilà. Et donc, ça pousse un peu, ça pousse. Texture, J'essaye de ne photographie, pas aller peinture. en Master 1. Je pourrais ouvrir ce cours en Master 1, mais en fait, j'aimerais vraiment qu'on les prenne en tenaille, les étudiants, sur la L1. Maximum de L1 Ouais, touché ça, c'est possible, pas et mal. ensuite les retrouver après en Bon, je doctorat. refais sa tête. Et Allez, pour ceux il qui me plaît font pas. carrière. Et donc C'est tout pas mon grave. cours est indexé, vous verrez, il y a des trucs assez simples, il y a très peu de calculs, je mobilise assez peu de statistiques, voire peut-être un petit peu. Je sors pas des gros chiffres, je fais pas de la grosse Qu'est-ce qui se passe? parce J'ai que entendu bip. Vous avez entendu bip? je souhaite que ce cours soit appropriable par des étudiants qui vont disparaître Alors. au sens universitaire du terme, c'est-à-dire qu'ils vont s'en aller. Les gens qui vont rester, qui vont faire carrière, sont des gens qui auront l'occasion de retrouver de la pensée critique de partout. Alors que ceux qui se font soit vider, soit s'en vont, soit n'ont pas fait le bon cursus et finalement se retrouvent à devoir aller sur le marché du travail assez vite, c'est à eux que je veux m'adresser. C'est à eux que les collègues et moi, on souhaite s'adresser. C'est eux qui font l'avenir. C'est eux la masse de gens importante à toucher. Voilà, on s'en sort. Hop, 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 hop. Ah, il y a de la musique. Beaucoup trop fort du coup. Ok, bon, bah on a entendu le premier. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent maintenant? Non, c'est pas ça. Ouais, le souci c'est que c'est chiant ça. Si je fais ça. Ok, ok. Alors, auteur GA. Ah, on va écouter la première leçon quand même, parce que là c'était vraiment une intro pas très intéressante. Le générique il est particulier, hein. Mais bon, c'est sympa. Allez. Ah, c'est bizarre. Hein. Allez, on va passer à la case 2, nous. Donc le mec il se dirige vers sa voiture. Le plan du cours d'aujourd'hui, il est divisé en 3 parties assez sommaires. La première, c'est quoi cette musique? Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Et puis je vous parlerai des champs d'investigation classiques, c'est pour vous donner un peu des idées de ce qu'on survole, de ce qu'on survolera et d'éventuellement des thèmes que vous pourriez choisir. Et puis, ah oui, c'était la toccata en ut, ouais, mais c'est ça, c'était Il était une fois la vie. Voilà. Ça vous va, mais il accélère, enfin c'est un peu difficile le générique. Un mot qui est très compliqué que j'ai utilisé, qui est pas très clair, vous levez la main. Alors, donc là il a pris la route. Pour les camarades qui filment, je préfère qu'on repousse les questions sur la fin. Ça vous va comme ça? C'est pas trop contraignant? Merci à vous. Alors zététique, bon,
Le mot, il n'est pas nécessaire en soi, mais il commence à être tellement connu que autant le définir. C'est un vieux mot grec, enfin, ça vient d'une racine grecque, zetein, qui signifie chercher, examiner, percer la raison des choses. Le type qui avait porté cette école, qui a été appelée l'école sceptique, était un type qui s'appelait Pyrrhon. Pyrrhon d'Hélice, d'Hélice. donc on l'appelle Pyrrhon d'Hélice. C'était un type qui défendait une démarche critique permanente et radicale, c'est-à-dire qu'il pensait qu'on pouvait rien savoir sur rien dans le monde et qu'il fallait toujours douter de tout, même de... Ah oui, il était fou, lui, Pyrrhon d'Hélice, parce qu'il pensait que... Et enfin, une fois, et alors on raconte une histoire, mais le problème, c'est que les histoires de Pyrrhon d'Hélice qu'on connaît, on les connaît par ses détracteurs, donc ils se foutent vraiment de sa gueule, donc on n'est pas sûr que ce soit des, des vraies histoires, quoi. Il raconte que il voit son maître se noyer euh, dans un lac, quoi, alors qu'il passe devant, et il fait rien, et on lui dit, mais Pyrrhon, ton maître... ton maître est en train de se noyer et tu fais rien. Ouais, je remonterai. Mais là, je l'ai coupé, hein, la vidéo. C'est pour ça que tu l'entends pas. Ton maître s'est noyé, tu fais rien. Bah oui, parce que je suis pas sûr qu'il existe vraiment. Je suis pas sûr qu'il se noie. Je suis pas sûr que le lac existe. Donc, ça sert à rien, quoi, en fait. Et voilà. Et après, son maître, bon, s'en est quand même tiré. Pas grâce à lui, mais quand même. Et après, il lui a dit, bah, je te félicite d'avoir eu cette réaction, de ne pas m'avoir sauvé, parce que c'est vrai qu'on est sûr de rien, donc c'est pas la peine de faire des trucs comme ça. Voilà. Mais c'est pas sûr que ce soit une vraie histoire en fait. Et il paraît qu'aussi il rentrait dans les arbres parce qu'il disait est-ce que c'est sûr qu'il y a un arbre? Ouais, je suis pas sûr. Donc il rentrait dedans, il disait ah, bon, je suis toujours pas sûr qu'il y a un arbre, mais en tout cas j'ai eu mal. C'est clair. de lui-même. Alors il doutait de lui-même, il doutait de ce qu'il pensait, il doutait de la légende. J'espère qu'il va pas raconter exactement la même histoire, mais c'est possible. En plus, il la racontera mieux. Il dit qu'un jour, il se promenait dans un parc, il y avait un arbre devant lui, il a dit « je doute même de cet arbre » et il aurait avancé Voilà, bon ben, faut que je me taise en fait. vers l'arbre, il serait cogné dedans. Enfin, donc les critiques se moquent de lui, et c'est vrai que c'est un doute radical, un peu caricatural, et nous, dans la version un peu moderne, on l'a un peu amélioré, enfin, il a été un peu amélioré, ce mot zététique, pour être un peu plus précis, et plus précis notamment, on va dire le sens moderne, c'est à l'orée des années 80, et ça a recouvert... si vous voulez, la méthode scientifique d'investigation des phénomènes réputés étranges, paranormaux, surnaturels, extraordinaires, etc. Et par extension, petit à petit, on se rend compte que le matériel qu'on utilise pour décortiquer ça est à peu près le même que celle qui est nécessaire pour décortiquer les pseudosciences, les pseudomédecines, les pseudo-histoires, etc., ou les négationnismes historiques, les complotismes et autres. Donc les deux personnages peut-être que vous retrouverez dans la littérature, c'est un monsieur qui s'appelait Marcello Truzzi, qui est décédé il y a presque une quinzaine d'années maintenant, italien, enfin états-unien d'origine italienne. Je précise états-unien parce que américain, ben, les Mexicains sont aussi américains, les Canadiens aussi, les Guatémaltèques aussi, et donc américain c'est un trop gros paquet, et donc états-unien c'est les gens des États-Unis, c'est le gentilé des États-Unis. Et puis En fait, je pourrais rajouter un calque pour me faire quand même une esquisse de l'esquisse. Parce que là, c'est un peu raide quand même, dessiner direct comme ça. Celui-là, je vais le renommer. Renommer, verrouillage, remplir, effacer, c'est renommer. Si je pourrais ouais, esquisse. Et celui-là, je vais le renommer aussi. Je peux? Non, je peux pas. Ah si. Renommer, ancrage. Bon, c'est de l'ancrage vraiment succinct. C'est vraiment pour placer les éléments là. Hein. Ça sera mieux à la fin. Hein. Enfin, j'espère. Allez, on repart. Vous avez le professeur Brock, qui est parti à la retraite il y a 1 an et demi, 2 ans, et qui était au laboratoire, un laboratoire qui portait le nom de Zététique, justement, c'était le seul au monde d'ailleurs qui s'appelait comme ça, et qui a fermé ses portes, qui était à l'université de Nice, Sophia Antipolis, et ça a été mon co-directeur de thèse, Henri Brock, un personnage très sympathique, plutôt raide dans la forme, mais extrêmement talentueux et précis dans ses références. Voilà sa petite tête à Henri.
Pourquoi, dans les années 80, la zététique vient à la mode? Alors, vous pouvez l'appeler par un autre mot, vous pouvez l'appeler science, en fait. Science appliquée à des sujets controversés, si vous voulez. Vous pouvez l'appeler méthode sceptique. Les anglo-saxons utilisent le mot sceptique, plutôt, d'ailleurs. Skepticism ou scepticisme, avec un C ou avec un K, selon s'ils sont états-uniens ou anglais ou australiens. Mais peu importe, l'arrivée de cette réflexion sur une méthode scientifique d'investigation de ces sujets-là, c'est fortement lié à l'arrivée des postes de télévision dans les foyers, quoi. Alors qu'avant, des prétentions un peu extraordinaires ou bizarres restaient plutôt dans le giron familial ou dans le giron du petit village ou du quartier, d'un seul coup, la télévision arrivant dans les foyers, eh bien, l'audience donnée à des prétentions incroyables prenait une dimension assez nationale, voire internationale. Et l'exemple qui peut-être vous parlera encore si vous avez une bonne mémoire, c'est le phénomène médiatique qui a été Uri Geller, personnage qui est toujours en vie d'ailleurs, qui est un gars qui prétend toujours avoir la capacité de tordre des métaux par le pouvoir de l'esprit. Alors il y a plein de vidéos en ligne, vous pourrez en regarder, j'ai hésité à vous en mettre une, mais c'est pas très important en soi. Mais donc c'est un monsieur qui, en prenant du matériel métallique, dit être en mesure, en projetant son esprit, en lui intimement de fondre. Alors il pense à ça dans sa tête, fond pour le métal, ou tords-toi, et au bout d'un moment la cuillère se tord, la fourchette se tord, la louche se casse, enfin, il arrive à péter comme ça des objets, ce qui n'est pas très pratique dans la vie courante, j'imagine, mais en tout cas il dit qu'il est capable de faire ça. Et quand il est passé à la télévision, évidemment, ça a été un boom médiatique monstrueux, et tout le monde s'est emparé de ça en disant, vous voyez, on a enfin des preuves de la psychokinèse, c'est-à-dire de l'impact de l'esprit humain sur la matière à distance, sans transfert de autre chose que de la volonté d'un individu. Alors c'est pas le seul, on en a eu un en France aussi, qui est toujours en vie aussi, qui s'appelle Jean-Pierre Girard, que j'ai rencontré une fois, mais lui dit ne plus avoir de dons maintenant, donc on ne peut pas monter de test avec lui. Uri Geller, lui, il est aux États-Unis et il fait fortune avec ses capacités, comme il dit. Alors Brock, quand le départ un peu de la démarche zététique, Uri Geller, c'est fou, quoi. C'est quand j'étais petit et ça existe toujours, quoi. Il est toujours vivant, le gars. C'est comme Raël. Ils sont indestructibles, ces mecs-là, quoi. C'était dans les années 80, ils tordaient les cuillères, là. C'est fou, ça. Je pensais qu'il était mort. Après, le cours a quelques années, là, donc je sais pas Tiens, juste pour le fun, on va regarder s'il est toujours là. Attends. Uri Geller. Alors. Non, Uri Geller. 20 décembre. 78 piges. 46. Comme prestidigitateur à charlatan. Né en Palestine. Il est né à Tel Aviv. Ah oui. Ok. Parachutiste israélien. Il écrit 16 livres de non-fiction, des mystifications et aveux, puis après il a continué, quoi. Document déclassifié de la CIA montre que... Mais après il va tout raconter, je suis sûr. Attends, En 77, il sort un album intitulé Uri Geller. Ok. Président de Exeter, il a tout fait dans sa vie, lui. Hein. Un personnage de jeu vidéo Discworld 2, nommé Uri Geller, possède la faculté de redresser les objets. Ok, bon, intéressant. Allez, on continue. Ah là là. Ça a été de se rendre compte que ces étudiants, à l'époque, qui étaient un peu de votre génération à vous, c'est-à-dire des étudiants, à l'époque c'était le premier cycle qui s'appelait le DUG, il s'est rendu compte que quand il faisait des tests d'évaluation selon les étudiants, est-ce que telle ou telle théorie est plutôt prouvée, invalidée, foireuse, acceptable, plausible, etc. Il s'est rendu compte que alors qu'il y avait des choses qu'ils étudiaient en cours et qui sont prouvées depuis longtemps, comme la dilatation relativiste du temps, je ne sais pas si vous voyez bien là, quand il comparait ça avec des choses qui étaient très médiatiques comme la torsion des métaux par le pouvoir de l'esprit, il obtenait des résultats complètement incroyables, quoi. Par exemple, 68% des étudiants, il en avait à peu près testé 200, je crois, considéraient la torsion comme quelque chose de prouvé scientifiquement. Alors qu'en contraposé, vous voyez, il y avait plus la moitié des étudiants interrogés qui considéraient que la dilatation du temps était une pure spéculation théorique. Là, il s'est dit, il y a un problème, en fait. Et ils ont été plusieurs à se dire ça, il y a un problème. Ouais, ils sont cons, les étudiants, c'est dingue.
Ah, mais c'est juste, on fait les mêmes tests, c'est toujours pareil, j'ai l'impression. Alors, où se passe exactement la dégustation? À la cantine scolaire de Chalabre, dans le pays de Sceaux, au nord des Pyrénées-Audoises. Tu vas déguster toi-même ou rester en observateur? Donc là, il part dans sa bagnole, tout va bien. Ah bah c'est mieux si je déguste pour la BD, mais j'ai quand même de la route. De la route? Mais comme je t'ai dit, c'est une dégustation de pommes de terre, pas de vin. Ah oui, bien sûr, j'avais oublié. Putain, ça c'est vraiment du storyboard, hein. Bon, bah pas de problème pour la dégustation alors. Ah, d'accord, je te prépare ça. Bon. Ok. Et là, je voudrais une jolie image des Pyrénées audoises avec une voiture dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la chercher sur Google comme un vil Faudrait qu'en fait, plagieur. les prétentions extraordinaires puissent faire l'objet d'une investigation scientifique comme les autres sujets et qu'on creuse dessus et qu'on monte des protocoles dessus, qu'on vérifie. Et on ferait d'une pierre deux coups, enfin d'une pierre trois coups, même premier coup, ça nous permettrait de savoir et éventuellement mettre la main sur un phénomène étrange ou paranormal. La deuxième chose, c'est que si on ne met pas la main sur ce phénomène, on comprendrait pourquoi on a adhéré à cette idée-là ou à ce phénomène-là, ce qui nous en dirait long sur notre esprit. Et la troisième raison, c'est que comme ça, on pourrait cultiver un peu l'esprit critique des étudiants en leur donnant des routines, des sortes de routines de doute, mais de doute raisonnable, rationnel, appliqué aux informations qui leur sont délivrées, quoi. Et c'est là que ça nous amène, nous, petit à petit, à, on va dire, le troisième sens un peu élargi du mot zététique, c'est-à-dire une autodéfense intellectuelle, qu'elle soit... Alors le rêve, franchement, le rêve intime que j'ai, c'est que les critiques Ouais, un qu'on va truc faire comme sur ça. des sujets qui sont un peu... funky et sympa et tout. Petit à petit, on va les déplacer sur des sujets qui sont plus graves. On parlera probablement de certaines formes de complotisme ou de certaines formes de négationnisme ou de certaines formes de pseudo-médecine qui ont pourtant pignon sur rue, par exemple, et ça peut parfois soulever quelques réactions. Mais le rêve, c'est que vous puissiez appliquer ça au journal télé de TF1 ou à Pujadas quand il vous délivre une information ou quand vous lisez sur un site internet une information qui vous paraît étonnante, que vous puissiez douter même des politiciens qui vous parlent, surtout dans un contexte d'élection comme cette année. Douter rationnellement des informations qui vous sont données. Douter, ça ne veut pas dire rejeter en bloc ou se dire que derrière, il y a un complot Illuminati qui dirige le monde, hein. C'est le faire de manière vraiment méthodique, se dire, tiens, d'où viennent les chiffres, quels sont les faits, comment on vérifie ça, comment on recoupe les sources, etc. C'est à ça que je vais essayer de vous initier, si tant est que vous ne le soyez pas déjà un petit peu. Alors, il y a eu plusieurs sortes de sondages qui ont été faits au cours des âges, et ils sont à peu près cohérents. Là, je vous ai mis un des plus gros qui avait été fait, c'était en l'an 2000. Au ministère de la Recherche avait commandé à la Sofres un questionnaire qui n'est pas terrible pour ceux qui sont en sociaux, ils s'arracheraient les cheveux parce que, ou en psychocognitive, ils savent bien que j'y crois ou j'y crois pas, c'est pas très très clair. N'empêche que les gens y répondent à ça. Et donc on leur demandait, par exemple, est-ce que guérison par les magnétiseurs ou imposition des mains, est-ce que vous y croyez ou pas? Et on se rend compte que ça score plutôt assez haut, comme on dit, et que plus de la moitié des individus interrogés sur un panel très large, adhère à sa transmission de pensée. Puis vous voyez, j'ai mis des trucs un peu dégressifs. Il y a des choses qui sont un peu perdues, qui sont un peu moins à la mode. Je pense aux tables tournantes, par exemple. Il m'arrive encore d'avoir quelques étudiants qui ont fait parfois... Vous voyez ce que c'est, les tables tournantes? Les tables... vous avez souvent une... Soit c'est des tables qui bougent parce qu'on convoque un esprit et la table bouge, soi-disant parce que l'esprit a pris possession de la table. Soit on peut passer par des tablettes Ouija, c'est-à-dire des tablettes en bois sur lesquelles il y a des lettres, et ensuite on communique au moyen d'un verre, tout le monde pose le doigt sur... Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde met le doigt sur le verre, on convoque l'esprit, on fait ça dans le noir avec des bougies, ça fait un peu flipper et tout, c'est trop bien. Et puis le verre est censé se déplacer et indiquer un message, délivrer un message qui viendrait de l'esprit qu'on a convoqué. Ah ben voilà. Et oui, parce que je voulais voir... On n'est plus que 3. Ben, on était plus que 3 tout à l'heure? On était 4? Ah bah oui. Oui, bah ça... je m'attends pas. Donc n'hésitez pas de sub si vous voulez soutenir la chaîne, évidemment. Hop. Bon, on va faire une montagne comme ça, un ciel un peu comme ça. Et puis on fera mieux. Non, c'est trop moche. On fera quand même mieux. Allez, je relance Richard. Ce sont des méthodes qu'utilisait notamment Victor Hugo. Il s'est amusé à faire ça pendant un long moment. C'était la mode de ce qu'on appelait la religion spirit dans les années 1850-1860.
Lyon était un grand centre spirit d'ailleurs, avec un personnage qui s'appelle Alan Kardec, pour ceux qui connaissent. Mais bon, les tables tournantes, c'est un peu passé de mode, à part pour quelques lycéens qui s'ennuient. Les fantômes et les revenants aussi, ça passe un petit peu de mode, mais il reste des choses quand même qui sont très prégnantes. Et vraiment, la capacité de guérison par les mains ou à distance, il y a pas mal de méthodes de thérapie dites manuelles qui sont très très en vogue maintenant. Vous avez aussi des modes un peu nouvelles comme les barreurs de feu, des gens qui sont en mesure qui disent être en mesure de faire disparaître vos brûlures à distance, parfois par téléphone même. Ouais, il y a des choses comme ça il y a des modes. Vous voyez, il y a parfois des modes. Souvent, ce sont des modes qui nous viennent des États-Unis. Généralement, les États-Unis ont une influence. On est à nouveau 4. Et Cool. nous, on recopie les croyances auxquelles ils adhèrent. En ce moment, la mode aux États-Unis est aux Qu'est-ce que tu dis ? abductions, par exemple, aux enlèvements par des soucoupes volantes. Des gens disent avoir été Ah enlevés ouais, par bon des écoute, soucoupes volantes. Il y a même d'ailleurs. te stresse ça me pas fait trop mourir pour de ça, à rire, il y a mon une avis. association qui s'est montée de gens non abductés qui aimeraient bien l'être. Vous voyez, s'il vous plaît, venez me chercher. Et donc je pense que ça va arriver aussi dans pas longtemps. Enfin, il y a déjà des cas à Grenoble, hein, mais c'est pas très très fréquent. Et je pense que ça va arriver bientôt. Le constat, c'est quoi? C'est qu'il y a un grand nombre de croyances relativement étranges qui circulent. Et quand vous aurez fréquenté un peu ces réflexions-là, vous verrez qu'il y a beaucoup de discussions. Je ne prends jamais le bus ou le tram ou le train sans me retrouver à côté de quelqu'un qui ne parle pas d'une manière ou d'une autre d'un sujet un peu ésotérique ou mystique ou aux frontières du réel, comme on dit. Et en fait, c'est des sujets qui stimulent toujours, quoi. Et je me rappelle d'avoir eu, quand j'étais plus jeune, une espèce de vision un peu, je dirais, post-coloniale. Je pensais que, par exemple, s'il y avait bien un berceau de croyances diverses, où des gens étaient vraiment très empreints de diverses croyances un peu bizarres, ça devait être l'Afrique. Et je me suis retrouvé à vivre 2 ans en Afrique de l'Ouest. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le nombre de croyances qu'il y avait là-bas et le nombre de croyances qu'on a ici est à peu près similaire, en fait. Les formes sont parfois un peu différentes, mais en fait, nous sommes un public particulièrement enclin à adhérer à des croyances tout à fait bizarres. Et puis les médias nous en tartinent de bonnes couches, quoi. Entre les 30 histoires les plus mystérieuses, normales, paranormales, enfin toutes les émissions, sans parler des vidéos de fantômes qui circulent sur YouTube et autres, c'est sans arrêt. Ce qui est étonnant, par contre, c'est de constater que l'adhésion à ces théories-là, elle n'est pas corrélée au niveau d'études. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens qui ont fait beaucoup d'études sont généralement un peu moins enclins à adhérer à tout et à tout. Mais par contre, ceux qui en ont peu fait adhèrent pas trop non plus. Par contre, il y a une frange un peu au milieu, comme une bosse, quoi. Et les gens qui ont fait des études intermédiaires ont tendance à pas mal adhérer. Donc ça veut dire que c'est pas des hautes études qui vous garantissent de ne pas adhérer à des théories saugrenues, quoi. Distinction difficile entre science, non-science et pseudo-science, c'est pas évident à faire de prime abord. On sait pas trop faire. D'ailleurs, j'ai oublié un C à science, j'ai honte, pardon. Et enseignants et étudiants scorent assez haut sur les échelles de croyance. Alors ça, c'est étonnant, mais quand on regarde les catégories socio-professionnelles des gens qui adhèrent plus ou moins au paranormal dans son ensemble ou à certaines théories, notamment médicales, un peu bizarres, les profs sont surreprésentés, les instituts sont surreprésentés et les étudiants sont pas mauvais non plus. Donc ce sont des cas intéressants. Voilà, le sens élargi, ça donne ça. On réinvente pas la pluie. Il y a une tradition de recherche méthodique quand même qui existe depuis longtemps. Je vous ai mis quelques personnages comme ça qui représentent un peu ce. À quoi tu crois? Au paranormal en général ou à un truc en particulier? Certains ont utilisé le terme de libre examen, certains parlent de pensée critique, certains parlent d'hygiène préventive du jugement. Alors je vous ai mis le philosophe et mathématicien Bertrand Russell, sur lequel il y a une excellentissime BD qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Logicomics, pour ceux qui ne connaissent pas. Ici, c'est Jean Rostand, qui était un herpétologue, c'était un spécialiste des grenouilles, et qui a défendu aussi une lecture rationaliste de ces phénomènes-là. Et puis peut-être que vous avez entendu parler de Noam Chomsky, le linguiste et politologue. Tiens, Noam Chomsky parle. Le terme d'autodéfense intellectuelle, on lui doit en quelque sorte. Il disait que les principales courroies des grandes propagandes, parce qu'il y a des propagandes liées à des phénomènes un peu anecdotiques, on va dire, puis il y a des grosses propagandes qui ont des gros impacts en termes de vie humaine. Je pense à des propagandes de guerre, par exemple. J'ai ma collègue Clara Heger qui m'a aidé à composer un cours sur la propagande de guerre aux États-Unis et en France. Et c'est stupéfiant, quoi, de voir que les intellectuels, même, c'est-à-dire des gens qui font profession de leur cerveau, hein, intellectuels, ça ne veut pas dire qu'ils sont brillantissimes, hein, c'est des gens qui font profession de leur cerveau. Les intellectuels sont des courroies de transmission de ces propagandes-là. Et donc, il disait, toute université, c'est la phrase de Chomsky, toute université devrait se doter
communauté de cours d'autodéfense intellectuelle. Alors c'est comme ça qu'on s'est dit, alors, faisons-le, et hop, et c'est comme ça qu'on a monté nos cours. Je remercie au passage Claudine Kahn, car c'est elle qui avait permis de faire le premier cours de ce type-là sur le campus de Grenoble. Et Normand Baillargeon, alors lui, peut-être vous le recroiserez de temps en temps, il publie beaucoup, il fait d'excellents bouquins, il fait d'excellents articles, des interventions à la radio aussi. Il est québécois, avec un petit accent, mais l'accent, vous savez, c'est quelque chose de très relatif. Est-ce que ce ne serait pas nous qui aurions un accent ? Vous voyez, enfin, c'est ce que disent souvent les Québécois d'ailleurs. Est-ce que c'est pas nous qui avons un accent pointu ? Ou est-ce que c'est eux qui ont un accent étonnant ? Est-ce qu'il y a plusieurs accents ? La notion d'accent, en fait, c'est quelque chose de très subjectif, puisqu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de normes de français bien parlé ou mal parlé. Donc c'est un faux problème en quelque sorte. Donc Baillargeon, voilà, qui est plutôt engagé libertaire, si vous voulez, sa position politique, et qui s'en. On va lui mettre sa bagnole en arrière-plan, là. Ah, si j'y arrive. Hop. Allez. Ah, ah, ah. Voilà. Tout, je suis étudiant pour être prof, pas le choix. Ouais. Si, il faut que tu apprennes le matérialisme. Moi, je crois comme Épicure que tout est constitué d'atomes, même la pensée. Et que du coup, à la mort, les atomes se dispersent et la pensée s'envole. Il n'y a pas d'âme. Malheureusement. Ou heureusement, parce que qu'est-ce qu'on se ferait chier une éternité à penser des trucs. Déjà, toute une nuit, c'est pénible. On est là, on n'arrive pas à dormir en gamberge. T'imagines l'éternité? Pitié. Laissez-moi disparaître, tel un fétu de paille. Le plus tard possible. Hein. Le plus tard possible, on est d'accord, mais voilà, au bout d'un moment, quoi. Padam, et puis quoi encore, la Terre est ronde, exactement. Allez, on repart sur... Sert pour creuser des sujets. Sinon, c'est une chanson d'Edith Piaf. Padam, mais c'était autre chose. Notamment de pédagogie alternative et autres. Voilà. Les champs d'investigation classiques. Commençons notre petite promenade. La petite promenade, elle n'est pas très très compliquée. Je m'étais amusé dans les années 2011-2013. Là, j'avais échantillonné sur des étudiants. Je m'étais servi de vous, quoi. Enfin, j'avais demandé, j'avais dit, tiens, selon vous, qu'est-ce qui rentre dans la catégorie du paranormal ? Et en fait, c'était le bordel. Voilà, c'était le festival. Il y avait plein de sujets. Alors ici, je ne vous ai pas mis la pondération pour chacun, mais je vous ai mis en blanc ceux qui revenaient le plus souvent. Et en jaune ceux qui revenaient, mais un peu moins. Et je vous ai mis en rouge une, par exemple, qui a complètement disparu. La fin du monde en 2012, tout le monde a lâché l'affaire, quoi. Vous comprenez pourquoi. Mais bon, soyez rassurés, ça fait 150 fois qu'on nous annonce des Armageddon et des fins du monde. Il y en a encore une prévue pour 2019. C'était en quelle année, 2021, ça ? Je crois qu'il y en a une 2027. Enfin, on en aura d'autres, quoi. D'ailleurs, les étudiants de septembre 2012, je leur disais, mais pourquoi vous venez si c'est la fin du monde, en fait ? 2017. Allez faire la fête plutôt pendant 3 mois. Puis ils sont venus quand même en cours, ce qui montre qu'ils y croyaient, mais pas trop quand même, quoi. Alors dans les sujets qui reviennent souvent, radiesthésie, l'utilisation du pendule pour rechercher des objets disparus, comme le professeur Tournesol dans Tintin, pour ceux qui ont déjà vu, la télépathie, transmission de pensée à distance, les magnétiseurs dont j'ai déjà parlé. Fin du monde, je sais pas, fin de la démocratie en France peut-être, ouais. Et puis vous avez des sujets qui sont un peu transverses, comme les ovnis, les objets volants non identifiés. Alors en soi, un objet volant non identifié, c'est pas quelque chose de paranormal, si vous voulez. J'imagine que derrière ça, ils pensaient plutôt à des objets volants non identifiés d'origine extraterrestre. Ça, c'est intéressant. C'est un objet volant non identifié, vous prenez, je sais pas moi, un chaton, vous le lancez, vous faites une photo. Il faut pas faire ça, hein, c'est puni par la loi. Mais bon, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à faire ça, qui a été puni récemment. Il lançait des chatons. Quelle idée. Bon, voilà. Et donc, si vous, c'est pas intéressant, un objet volant non identifié. Ce qui est intéressant, c'est s'il est d'origine extraterrestre, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Les sorties de corps, c'est ce qu'on appelle parfois en sigle anglais les OBE, Out of Body Experiences. Les NDE, ce sont les Near Death Experiences, les expériences de mort imminente, des gens qui presque meurent, ils meurent presque, et hop, ils reviennent, et témoignent d'avoir vu un tunnel ou une forme un peu cylindrique, au fond de laquelle il y a une lumière et des proches qui les attendent, etc. Ils étaient dans les égouts, en fait. Les Illuminati qui sont bien à la mode, là, je pourrais rajouter depuis quelques années les reptiliens. Je pense que vous avez entendu parler des humanoïdes reptiliens qui... Barack Obama serait un reptilien. Mais peut-être moi aussi.
qui sait. Et Trump. Voilà. Et puis vous avez la voyance, de manière un peu générale, qu'on confond parfois avec la médiumnité. Bon, le mentalisme qui était indiqué, Alors, je pense voyons que c'est voir. à cause de la série Le Mentaliste qui sortait à ce moment-là. Le mentalisme, il faut bien se comprendre, il n'y a rien de paranormal dans le mentalisme. En soi, c'est une catégorie de prestidigitation. C'est une méthode c'est des méthodes, un agglomérat de méthodes qui permettent de faire une sorte de magie de spectacle, quoi, qui permet de donner l'impression au spectateur qu'on est en train de lire en eux, en train de dire des choses sur eux, en train de détecter des choses qu'ils n'auraient pas dit, etc. Et éventuellement de prévoir des choses qui pourraient leur arriver. Je m'excuse pour ceux qui sont sur les côtés, je ne peux pas trop vous regarder, parce qu'en fait, il y a des phares qui me crament la gueule, et donc je ne peux pas vous voir, donc salut, pardon si je ne vous regarde pas trop. Voilà. Et puis il y a des thèmes un peu... Alors voilà, par exemple, il y a les francs-maçons. Ça, parfois, on peut être étonné de voir les francs-maçons là. Les francs-maçons, il n'y a rien de paranormal chez les francs-maçons. En fait, c'est le côté un peu caché, si vous voulez, le côté non dit du fait qu'il y ait des groupes francs-maçonniques il y en a plein à Grenoble, hein, d'ailleurs, hein, et qui sont faciles, ils sont faciles d'accès. Il vous suffit d'aller frapper à la porte de la Grande Loge nationale ou du Grand Orient, et vous pouvez leur demander. Il y a même il y a des ordres mystiques aussi à Grenoble. Si vous allez à l'espace Saint-Martin, il y a la Morque, l'ancien ordre mystique rénové de la Rose-Croix. Vous pouvez aller les voir et discuter avec eux si vous avez envie. Il y a le Loch Ness. Alors le Loch Ness non plus, en soi, c'est pas paranormal, c'est un lac. Bon. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il y aurait potentiellement un stromon, comme on dit, un monstre, quoi, une bestiole qui serait dedans, qui résiste à toutes les investigations. D'ailleurs, je vous en reparlerai éventuellement. Le Yeti, pareil, Yeti, Bigfoot, Sasquatch et autres bestioles bizarres, poilues, qui se promènent parfois dans des campagnes très reculées ou dans des montagnes, comme au Tibet par exemple. Oui, et puis les tapes, j'en ai parlé, la réincarnation, non, etc. Puis il y a plein d'autres sujets, vous voyez, c'est très très vague. Il y a aussi bien l'homéopathie que les pyramides d'Égypte. Alors les pyramides d'Égypte, on sous-entend évidemment la méthode qu'on a utilisée pour les construire. Aurait-elle fait l'objet d'une aide paranormale? Aurait-elle fait l'objet d'une aide d'extraterrestre? C'est une autre version. Aurait-elle fait l'objet de semi-dieux qui seraient venus prêter main forte? Ou alors avait-il à l'époque des méthodes que l'on a perdues depuis? Voilà. C'est toute une branche de ce qu'on appelle l'archéofiction qui s'est développée et qui a repris un goût... C'était bien la mode dans les années 60, ça. Il y avait les collections Aventures mystérieuses, là, des petits bouquins rouges, il y en avait une tonne, vous en trouvez encore dans les brocantes. Ça a un peu disparu, puis là, il y a eu un gros documentaire qui est sorti, qui est le Festival des biais possibles et imaginables, qui s'appelle La Révélation des pyramides. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est sorti en 2012 ou 2013. Et je crois qu'un quart d'heure de ce documentaire peut suffire à faire un excellent dossier, tellement il y a de biais de raisonnement, de sophismes, de traquenards. Le documentaire dure presque 2 heures, et c'est un exemple parfait de pseudoscience, ce documentaire. Et dedans, vous avez des choses qui sont parfois, voilà, guérison par les plantes. Oui, effectivement, on peut guérir certaines choses avec certaines plantes, pas toutes. Il y en a certaines avec lesquelles on peut mourir aussi, donc faites gaffe aux plantes quand même. Il y a des plantes qui sont pas cool du tout. Il y en a certaines avec lesquelles on peut, qu'on dit antéogènes, qui permettent de voir Dieu, soi-disant. Si vous fumez de la Salvia divinorum, n'y voyez pas un encouragement de ma part, mais vous pouvez avoir des effets qui sont proches des effets de la psilocybine des champignons hallucinogènes. Voilà. Si vous faites une infusion de muguet, vous risquez de mourir. Si vous prenez de la digitale pourpre, vous pouvez mourir aussi. Enfin, voilà, il y a plein de plantes qui ne sont pas cool, mais effectivement, il y en a d'autres qui fonctionnent pour certaines choses, moyennant une dose. Alors, certaines plantes permettent de guérir certains trucs, mais moyennant qu'on mange une botte de cette plante. Alors, une botte, c'est un peu gros, quoi. Donc, c'est pour ça que des fois, on réduit ces plantes et puis on en fait un comprimé. C'est comme ça que les médicaments sont nés, en quelque sorte, si vous voulez. Donc voilà, c'est des paquets qui sont un peu flous et on voit qu'en fait, c'est plutôt une manière d'en parler qui fait le paranormal. C'est plutôt une manière un peu étrange. On se dit, tiens, il y a le chamanisme, il paraît qu'il y a des gens qui ont accès à... Ah bon, et l'hypnose, oh là là, les crânes de cristal, bon, je pense que vous connaissez tout ça. Et puis les coïncidences qu'on voit tous les jours, qui nous disent, tiens, est-ce que peut-être qu'il y aurait quelque chose en filigrane déjà écrit qui ferait qu'à des moments précis de notre existence, nous croiserions tel ou tel fait et hop, ça fait écho à un machin pile au même moment et on se dit, mon Dieu, peut-être une coïncidence étrange, peut-être y a-t-il une synchronicité, comme disait Carl Jung. Bref, voilà une manière d'en parler qui fait en gros, le paranormal, c'est le bordel. Voilà, en gros, c'est un joyeux bordel. Ah bah alors. Ah, mais c'est fini. Ah, le générique. Ah, horreur. Je le baisse. Horreur. On va mettre un plus joli générique. Ah, c'est mieux. Alors, comment était le sac? Ah oui, comme ça.
あなたが置いた約束そのままずっと J'ai un grésillement, putain. もう会えないとしてもいつも私の箱にしまっているそれ Alors, c'est dommage, c'est des très jolis... c'est un peu fort. 同じくた C'est quoi ce grésillement? Les mélanges sciences et idéologie, notamment en religion, Ah, il est reparti. par exemple, Bon. les pseudo-histoires et la pseudo-économie, qui est un sujet qui Ah, c'est va Spotify qui grésille? se creuser, mais on n'a pas d'économistes dans notre équipe, donc c'est un appel s'il y a des économistes qui veulent travailler sur les mensonges économiques et les théories foireuses qui parfois amènent à des grands cracks boursiers non prédits par les théories classiques néolibérales du moment. Nous sommes très intéressés. Alors, si on prend paranormal dans le dico, j'ai pris par exemple le Trésor de la langue française, qui est le dictionnaire que vous trouvez sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Paranormal, un qui n'est pas absolument normal, qui est en marge de la normale, de la normalité. Bon, en gros, ça, on peut rien faire avec ça, quoi. Vous voyez, c'est juste... déjà, il faudrait définir ce que c'est que le normal. Vous voyez, donc ça pose pas mal de débats. Les philosophes connaissent bien ce problème posé par Canguilhem. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pathologique, par exemple. Et là, ça serait qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est scientifiquement normal et qu'est-ce qui n'est pas normal. Qui sont anormales sur le plan scientifique, qui se sont révélées vraies pour autant. Donc là, cette définition n'est pas utile. Par contre, celle-ci est Ah intéressante. non, c'est pas ça. On la retrouvera plusieurs fois. Fait dont l'existence même est contestée et qui ne pourrait être expliquée que par l'intervention de forces inconnues. Forces au sens large, forces, ondes, énergie, entités surnaturelles, etc. Ça, c'est intéressant. Voilà. Alors dedans, évidemment, dans le paranormal, on Bon, rangerait, lui, il est trop grand. selon cette définition, les phénomènes de lévitation, Hop. la théorie entre guillemets des chakras, les méthodes Voilà. soi-disant extraordinaires qui ont permis l'érection des Moai de l'île de Pâques. Vous connaissez certainement L'érection des Moai. assez étonnante de prime abord. Et puis les complots, les complotismes Je suis pas de pierre. type Illuminati. Voilà, le surnaturel. Alors, pour s'y retrouver aussi dans le surnaturel, on a essayé de subdiviser ça en catégories. Et bon, vous avez la catégorie dite des miracles. Alors, dedans, vous avez les guérisons miraculeuses, des gens qui se rendent à un lieu et pour lesquels il y a un résultat On voit plus thérapeutique Richard. direct. Pensez voilà. à Lourdes, pensez à Notre-Dame de la Salette, par exemple, qui est très proche d'ici. Voilà. Les apparitions miraculeuses, le sang qui coulerait de certaines statues, des liquides qui sentent la rose, qui couleraient de certains objets religieux, voilà, des objets miraculeux. Bon, les amis, Il y en a certains qui ont vraiment... je vais fait vous Flores, quitter comme on une dit, qui a été, seconde. Il faut que j'aille aux extrêmement toilettes. connu. Je pense notamment au suaire de Turin. Je vous ai mis une petite reproduction de l'image 3D qui est soi-disant incrustée dedans. Le suaire de Turin, tout le monde voit ce que c'est, cette histoire de suaire de Turin. Un linge qui fait à peu près 3 mètres et quelques de haut, qui est en toile de lin et qui est présenté parfois à certains moments, une fois très récemment d'ailleurs. Et ce linge, en 1898, si je ne me trompe pas, un type qui s'appelait Segundo Pia prend une photo. C'était les débuts de la photo, et il tire le négatif, et en prenant le négatif, il se rend compte qu'il y a l'image de Jésus qui est vraiment, enfin l'image de Jésus telle qu'on se l'imagine, qui est représentée dedans, et donc il en tire l'idée que, enfin la chrétienté s'en empare, en disant, vous voyez, c'est la trace du flash de la résurrection de Jésus lors de sa résurrection. Donc nous voici de retour. Et je suis content, ça marche pas mal, parce que j'ai Richard. Attends, j'ai Richard qui raconte ses trucs. Là, en faisant ça, je peux le couper facilement. Moi, j'arrive à parler de temps en temps, et puis je dessine tranquillou. Et voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, bon. Comme j'ai une rupture, là, la fin du premier strip, on le voit rouler dans la campagne, le héros. Ensuite, il sort, on le connaît, et il y a un personnage nouveau qui apparaît. Donc, comme c'est un personnage nouveau qui est en relation avec un personnage ancien, je les mets les deux en vue générale pour qu'on puisse bien comprendre comment est le personnage nouveau, qu'on voit bien comment il est, et puis quelle est sa relation, est-ce qu'il est plus grand, plus petit que l'autre, voilà. Donc c'est bien, quand on a un nouveau personnage, de faire une vue générale pour qu'on le voit bien, puis qu'on comprenne bien comment il est, quoi. Et alors, dans la première image, ça fait un petit suspense de le mettre de dos, comme ça, voilà. Il faudrait presque que je mette une petite ombre, mais j'ai un peu la flemme de changer de brosse. Voilà, comme ça. Ouais, c'est bien.
Donc ça fait un petit contre-jour, voilà, on se dit, oh là, mais quel est ce mystérieux personnage? Puis après on se dit, ah bah, il a l'air gentil finalement. Hop. Voyons voir, je vais le mettre là en fait. Ils sont pas deux, c'est pas Poutine et Macron à la table, ils sont à côté. Par contre, je vais les déplacer. Bon, c'est quand même pratique de faire ça sur ordinateur. Mais bon, en même temps, je suis plus à l'aise sur papier, donc ça irait peut-être mieux aussi. Allez, on repart. En 1988, les scientifiques ont réussi à obtenir de Turin, de l'évêché de Turin, le droit de prélever des morceaux de ce suaire pour voir si effectivement est-ce qu'il avait des caractéristiques miraculeuses et puis ne serait-ce qu'en termes de datation, est-ce qu'il correspond vraiment à l'époque de Jésus de Nazareth. Si tant est que Jésus de Nazareth ait physiquement existé, je ne veux pas lancer une polémique maintenant, mais effectivement, il y a controverse sur l'existence de Jésus de Nazareth, ce qui en soi n'est pas un problème pour les croyants, puisque heureux ceux qui croient sans avoir vu, comme on dit, on peut très bien croire à la figure et à la morale de Jésus-Christ, sans pour autant être attaché à l'historicité du personnage physique, qui est peut-être composite de plein de personnages différents. De toute façon, ce dont on est sûr, c'est que si Jésus de Nazareth existait, il serait probablement né en -4, avant lui-même, ce qui pose déjà un problème de datation, si vous voulez. Donc il y a 2-3 trucs comme ça qu'il faudrait revisiter. Et donc ils ont envoyé en aveugle des échantillons du suaire de Turin, donc ils ont autorisé la découpe, et la datation en carbone 14 situe le linge au XIIIe siècle à peu près. Donc ça fait un peu tard pour la résurrection de Jésus, quoi. Donc on sait à peu près où il est né, ce Coup dur pour le suaire. Ça peut pas suaire. être trop long, mais Brock notamment a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et il avait retrouvé les lettres de départ, en fait, et le linge de Turin, le suaire de Turin. Je mets entre guillemets suaire, parce que c'est peut-être pas un suaire d'ailleurs. Ce linge-là aurait été, pour la première fois, narré. On aurait raconté sa présence à Troyes, du côté de Liré, à côté de Troyes. Et après, il aurait été transité par Chambéry. Il aurait été gardé par des Ursulines à Chambéry au XIXe siècle d'ailleurs. Il y a même eu un incendie qui l'a un peu endommagé à cette époque. Puis après, Voilà. les Italiens nous l'ont piqué. Ils nous l'ont Très piqué bien. à nous, les Savoyards et autres Dauphinois. Et ils l'ont embarqué chez eux. Voilà, mais c'est pas le seul objet comme ça. Vous avez aussi ce qu'on appelle le sang de Saint-Janvier. Vous savez, c'est une chasse qui est présentée à Naples 3 fois par an, avec un liquide coagulé dedans et qui est brandi devant la foule. Et il est censé, si cette substance se liquéfie, alors l'année sera bonne. Alors que s'il ne se liquéfie pas, ça risque d'être terrible. Il peut y avoir même une éruption du volcan à côté et tout. Et donc, mais par contre, là, les religieux n'ont pas accepté l'investigation, alors qu'une spectrographie dedans pourrait permettre de dire long sur ce sujet, mais ils n'ont toujours pas accepté. Donc, il y a toujours un rapport un peu ambigu entre science et religieux autour de ces objets, hein. Ça dépend beaucoup de si les curés, quoi, si les responsables, les clercs sont d'accord pour laisser l'investigation se faire. Et puis vous avez la sorcellerie, les envoûtements, les hantises. C'est un domaine vraiment tellement vaste que je ne vais pas le détailler maintenant, mais je pense que ça fait écho très vite aussi bien à des sujets comme l'exorcisme classique ou les films dont on tire des exorcismes assez spectaculaires, les hantises, les maisons hantées et autres, qui sont un sujet qui perd un peu de son aura. Il y a plus grand monde qui nous appelle, par exemple, pour qu'on vienne investiguer des maisons hantées, mais il y a des raisons à ça, en fait, des raisons scientifiques. C'est que quand vous allez visiter une maison hantée, ce qui nous est déjà arrivé, hein, la dernière en date, c'était en Savoie d'ailleurs, c'était à l'abbaye de Beton-Betonnay, on nous avait relaté des bruits étranges. Et en fait, c'est combien de temps vous restez dans une maison hantée pour être sûr qu'il n'y a rien ? Vu que vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez, vous venez avec quel matériel ? Vous venez avec un filet à papillon ou un compteur Gégère et puis vous passez 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, si vous ne trouvez rien, quand c'est que vous considérez qu'il n'y a vraiment rien, quoi ? Donc c'est déjà assez compliqué de savoir avec quel matériel on vient. Et puis, je ne veux pas casser complètement le délire, mais sur les cas de maisons hantées, généralement, ce sont souvent les bruits qu'on relate sont souvent des bruits qui sont liés à des oiseaux de nuit. Et c'est étonnant, mais quand des oiseaux de nuit marchent sur un plancher et quand ils se logent dans un grenier, par exemple, ils ont tendance à faire des pas qui ressemblent étrangement à des pas humains. C'est exactement comme dans les bijoux de la Castafiore, ça. Hein. Il y a la Castafiore qui n'entendait pas et tout, elle croit qu'on va lui voler ses bijoux. Et en fait, c'est une chouette. Voilà. Il y a des cas plus anecdotiques, mais vachement rigolos. On nous raconte des histoires de maisons hantées où en fait, c'est souvent des grandes maisons ou des usines désaffectées. Il y a des gens qui disent « Ah, j'entends des bruits et tout ». Alors ils y vont par équipe. C'est souvent des lycéens ou des étudiants de L1, L2 bourrés qui vont faire ça. Et alors ils entendent effectivement des bruits, mais en fait c'est une autre équipe de L1, L2 qui sont venus aussi. Et ils se font peur les uns les autres. Enfin, bon, c'est génial. Donc c'est difficile de détricoter ce qui relève de l'anecdote et ce qui relève
de l'alcoolémie latente, du L1 et L2, bref, voilà. Et puis vous avez les phénomènes psy. Dans le surnaturel, on range parfois ça, les phénomènes psy, ce qu'on appelle parfois la parapsychologie, c'est-à-dire l'étude des capacités de l'humain que l'humain ne connaîtrait pas forcément. Alors ça peut être parfois la capacité de l'humain à capter des messages de l'au-delà. Je pense par exemple à la transcommunication instrumentale, que j'ai noté ici TCI, c'est-à-dire des méthodes qui essayent de rentrer en contact avec des personnes décédées. C'est assez à la mode en ce moment, notamment autour d'un personnage qui s'appelle le Père Brune et qui vend beaucoup de livres sur ce sujet et qui dit être en mesure de détecter des messages de l'au-delà. Je vous en reparlerai, je crois, dans un cours prochain. Le spiritisme, j'en ai déjà touché un petit mot. Ça, c'est les exogènes, ce qui viendrait de l'extérieur. Puis vous avez les perceptions extrasensorielles que vous connaissez probablement, hein, la clairvoyance, la précognition, la télépathie. Et puis vous avez tout ce qui est PK, c'est-à-dire psychokinèse, macro-PK, etc. Tous les déplacements d'objets à distance, plus ou moins gros, les effets physiques ou biologiques qui permettraient d'avoir des déplacements de la matière sans contact connu. Voilà pour le surnaturel en gros, puis les ovnis E.T. qui sont un petit peu sur le côté, à la marge, comme ça. Les mancies, c'est un domaine qui est extrêmement riche sur le plan de la psychologie, en termes d'interprétation. C'est le terme scientifique pour désigner les arts divinatoires. Alors, je ne vous ai pas mis la liste des arts divinatoires à notre disposition, parce qu'il y en a près de 600 recensés, et je ne veux pas dire qu'il en est tous les jours, mais pas loin. J'ai découvert avant-hier qu'il y avait quelqu'un qui proposait la scatomancie, c'est-à-dire... Bon, c'est filmé, je ne vais pas vous décrire, mais... Enfin, vous chercherez scato, vous regarderez ce que ça veut dire. Mais bon, voilà, les plus connus, c'est quoi? La chiromancie, l'étude des lignes de la main, l'astrologie, que vous connaissez évidemment, la numérologie, c'est Richard, la il parle de la scatomancie. C'est pas moi? Si j'en ai mis 2-3 qui sont, enfin pour rigoler quoi. L'omphalomancie, l'étude du nombril des nouveau-nés pour savoir ce qui leur arrivera plus tard. Omphalos en grec c'est le nombril. L'ologimancie c'est l'étude des hurlements de chiens la nuit. En tant que scatomancien, ça me fait moyen rire. Qui est rire. un peu perdu de mode puisque les Étrusques, voilà bon, c'était il y a longtemps. C'était il y a plus de 2000 ans. L'aruspicine, l'art des aruspices, c'était de parfois ouvrir des macabées et regarder comment les organes étaient faits. Alors, des fois, ils faisaient ça sur des poulets ou sur des lapins. Les histoires racontent qu'ils faisaient ça parfois sur des corps humains. Mais on a retrouvé des objets qui servaient... Il y a toujours un objet de façon de support à ça. Là, je vous ai mis par exemple des runes, ce qu'on appelle des runes. Là, je vous ai mis des tarots de Marseille qui sont des supports. Il y a un support qui permet, en interrogeant le support, alors on peut arriver à dire des choses sur vous et dire des choses sur votre avenir. Il est tout pourri, ça. Vous avez ici, je vous ai mis un exemple d'objet étrusque. C'est ce qu'on appelle le foie de plaisance. Qui est un objet qui fait à peu près cette taille, qui est en bronze, et dessus il y a des endroits, enfin en regardant le foie de quelqu'un ou d'un animal, on pourrait, en fonction des endroits où il y a des protubérances, deviner à quel dieu il faisait référence. Une sorte d'astrologie si vous voulez, mais basée sur l'étude d'un organe. Voilà, et alors les mancies sont descriptives, elles vous parlent de vous, elles sont censées parler de vous et de vous dire qui vous êtes dans votre moi profond. Et puis c'est là où elles deviennent un peu plus dangereuses, c'est qu'elles sont prescriptives, c'est qu'elles peuvent vous dire tiens vous devriez faire ceci ou faire cela. Et alors quand parfois ces mancies prescriptives arrivent dans la sphère politique, là, ça commence à poser des problèmes. Ça a fait l'objet de beaucoup de débats à l'époque de François Mitterrand quand on savait qu'il traînait beaucoup avec cette dame qui est connue sous le nom d'Elisabeth Tessier, qui était astrologue, et on se disait dans quelle mesure sa présence à elle influe sur les décisions du président français. En ce moment, il y a une grosse polémique en Corée du Sud aussi avec une personne qui est semi-évangéliste, semi-chamaniste, qui avait une influence sur le gouvernement. Elle est en prison en ce moment. Enfin, c'est un sujet que vous pouvez prendre d'ailleurs. Il y a même des gouvernements entiers qui sont indexés à des sortes d'astrologie. Je pense au gouvernement du Myanmar, l'ancienne Birmanie. Voilà, c'est des sujets d'ailleurs que vous pourrez creuser. Hein. Il y a vraiment des choses intéressantes à regarder sur le plan politique. L'influence de ces méthodes-là sur le plan politique. Alors, les mancies, c'est un sujet qui est vraiment assez propice parce que dans notre démarche, l'idée c'est de nous dire, j'anticipe un peu sur la suite, mais c'est de nous dire, est-ce qu'on est vraiment face à des gens capables de lire quelque chose qu'on n'aurait pas pu savoir autrement, ou bien est-ce qu'on peut expliquer ce qu'ils sont en train de nous dire par des méthodes de psychologie classique? Parce que si on arrive à l'expliquer par des méthodes de psychologie classique, l'hypothèse que ces gens aient un don n'est plus nécessaire, voyez, pour expliquer ce qui se passe.
Si moi-même, en bossant un peu de mentalisme et en bossant un peu de probabilité et en bossant un peu de psychologie sociale, j'arrive à faire la même chose, et c'est en gros le cas pour l'instant, j'arrive à peu près faire la même chose que des gens qui sont des astrologues ou des chiromanciens, alors l'hypothèse que ces gens aient une capacité particulière n'est pas nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Ce principe-là, je vous le redirai tout à l'heure, c'est un principe qui s'appelle le principe du rasoir d'Occam ou principe de parcimonie des hypothèses. Peut-être que vous connaissez déjà ce terme-là. Ici, j'ai mis une image qui a sauté aussi, vous auriez vu, peut-être c'est tant mieux en fait qu'on ne la voit pas, c'est un monsieur qui regarde les fesses d'un autre monsieur. Et c'est un monsieur qui s'appelle Ulfbeck. Il a lancé, enfin il n'a pas lancé, il a récupéré alors ça peut s'appeler pygomancie ou rumpologie, c'est l'étude de l'arrêt de vos fesses et du pli fessier pour lire votre avenir. Il fait ça à Meldorf en Allemagne, mais vous avez aussi aux États-Unis 2-3 personnes qui font ça, notamment une assez connue qui est la maman de Sylvester Stallone qui fait ça. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Vous pouvez donc vous faire regarder votre raie. La maman de Sylvester Stallone lit l'avenir dans les fesses des gens. On apprend des choses quand même, c'est intéressant. c'est curieux. Mais il n'y avait pas une histoire... Ah oui, c'est Aurore Berger qui est la fille du doubleur de Sylvester Stallone et qui a fait faire un truc par IA. Enfin, il y avait une histoire. Attends. Bon, ça n'a rien à voir, mais IA. Sylvester Stallone, Aurore Berger. C'était quoi cette histoire? Ah oui, Aurore Berger s'oppose à l'utilisation de la voix de son père décédé pour doubler le prochain film de Sylvester Stallone. Ah, voilà. Voilà, ça d'un côté. Bon, ça n'a rien à voir, excusez-moi. Mais c'est drôle. Et la maman de Sylvester Stallone lit l'avenir dans l'arrêt des fesses des gens. Pour anticiper votre avenir. Voilà. Les pseudosciences, on dit bien pseudo, la racine pseudo, elle vient du grec pseudes qui signifie mensonger. Ça ne veut pas dire qu'on estime que les gens qui défendent ça sont des gens qui mentent, c'est pas ça. Mais c'est pour bien pointer le fait que ce sont des disciplines dont on sait maintenant qu'elles ne fonctionnent pas, mais que les promoteurs continuent à dire qu'elles fonctionnent. Vous voyez, il y a comme une résistance aux faits, quoi. Alors, je ne peux pas vous en montrer plein, mais on en verra au gré du cours. Je vous en montre certaines. Moi, j'ai une grosse affection pour ces théories-là parce qu'elles en disent long sur le racisme latent qui a prévalu pendant les siècles derniers et qui est encore présent sous certaines formes encore maintenant. Là, je vous ai mis la phrénologie de Franz Joseph Gall, pardon. C'est les années 1820 à peu près. Phrénologie, c'est-à-dire l'étude du crâne d'un individu et en fonction des bosses et des creux qu'il aurait sur le crâne, on pourrait deviner certains de ses caractères innés. Et notamment, ça a permis de lancer les grands courants dits de criminalistique comme celui de Lombroso, où on essayait de deviner si une personne était à potentiel dangereux, est-ce qu'on pouvait détecter des traces de nomadisme ou de mendicité. Il y avait la bosse de la mendicité, la bosse de la déviance sexuelle. On présumait qu'en regardant les bosses du crâne, on pouvait deviner le caractère inné d'un individu dont il ne pourrait se départir. Vous avez un excellent passage sur la phrénologie dans le film Django Unchained de Quentin Tarantino. Peut-être vous avez vu ce film-là. Si vous l'avez vu sur TF1 il y a quelques jours, il a été tronqué à plusieurs endroits, ça fait polémique. Il y a eu censure de quelques passages. Mais il y a une scène où Leonardo DiCaprio parle de phrénologie. Je vous encourage à regarder ce film au moins pour ça. Et puis, alors je sais pas pourquoi, mais mes images, il y a des images qui bug. Je vous ai mis une super image, il y avait une main qui apparaissait en bleu, c'est dommage, elle n'est pas là, je ne sais pas pourquoi. C'est ce qu'on appelait les lectures d'aura, et ça a été à la mode dans les années 20 et 30. On essayait de voir est-ce qu'il y a un corps astral ou une forme vibratoire autour des individus qui pourrait être mise en évidence. Et il y a un monsieur qui s'appelait Kirlian, Semyon Kirlian, qui prétendait qu'avec ces images-là, il avait montré qu'il existait comme ça une forme vibratoire autour et qu'il appelait l'aura, enfin que d'autres appelaient l'aura aussi. Et en fait, maintenant, on sait que ce phénomène en question est un phénomène qui est assez proche de ce qu'on appelle parfois les feux de Saint-Elme. Vous voyez, ces espèces de début de décharge ionique, d'irridation sur les piolets de montagne ou sur le haut des... Si vous avez lu Tintin au Tibet, il y a 2-3 cas comme ça où on voit comme ça, c'est presque le frémissement d'un éclair, si vous voulez. C'est des phénomènes... L'effet Corona, ça explique ce phénomène-là, c'est une sorte de décharge
pas complète, dans un milieu ionique, avec un gros différentiel de potentiel. Ça a été exploité notamment pour faire des jouets qui étaient plutôt à la mode il y a une dizaine d'années, vous savez, des espèces de boules à plasma, là, et on mettait son doigt et ça faisait une décharge bleuâtre très jolie, là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc malheureusement, ce n'est pas une lecture de l'aura. Si l'aura existe, en tout cas, ça ne marche pas. Il y a la radiesthésie. Alors voilà, malheureusement, je constate qu'il y a des images qui ont sauté et je ne sais vraiment pas pourquoi. Je suis très étonné, mais tant pis. La radiesthésie, c'est facile, hein, c'est l'utilisation d'un pendule, généralement un pendule, pour détecter des objets qui sont perdus. Les agroglyphes, alors ouais, je suis navré, mais j'avais mis un super agroglyphe. L'agroglyphe, c'est le nom savant pour montrer les crop circles, c'est-à-dire pour désigner les dessins à forme géométrique ou cachant des codes qui sont réalisés dans des champs de blé, alors réalisés par des extraterrestres, par des entités surnaturelles, par des esprits de la Terre, on en reparlera dans un cours prochain, ou est-ce que c'est par des artistes qui s'amusent, ou des étudiants de L1, L2 qui s'amusent dans la forêt. Et puis il y a des lieux légendaires. Alors, donc ici, normalement, vous aviez un super triangle qui était là, un peu de la forme du triangle des Bermudes. Les lieux légendaires, voilà, c'est des lieux où il se passe des choses étonnantes, soit des accidents en nombre étonnants, comme dans le triangle des Bermudes, par exemple. Et là, je vous ai mis l'exemple du triangle de la Burle, parce que nous avons, nous aussi, un lieu comme ça un peu bizarre, qui recouvre une partie de l'Ardèche, qui est, si ma mémoire est bonne, un triangle qui serait entre le mont Gerbier-de-Jon, le mont Pilat et le mont Mézin, il me semble, et dans lequel il y aurait eu plein de choses extraordinaires qui seraient passées, etc. Donc, il y a un groupe d'étudiants qui a pris ce sujet-là. Ouais, alors, j'hésite toujours à vous donner la fin de l'histoire, parce que mon idée à moi, c'est d'essayer de vous donner envie d'aller creuser ces sujets. Est-ce que vraiment il y a un triangle qui s'appelle le triangle de la Burle dans lequel il se passe des choses? Alors, je vous évente un peu la fin de l'histoire. Le groupe d'étudiants a travaillé sur le sujet, ils se sont renseignés, ils ont regardé est-ce que vraiment tous les accidents qui étaient recensés d'avions, notamment, ils étaient réels. La réponse était presque, mais pas tous. Une bonne partie de ces accidents n'étaient pas dans le triangle, ça faisait un peu foireux pour le triangle, quoi. Ils étaient plus en dehors que dedans. Et en fait, ils ont remonté le fil petit à petit. Qui a parlé le premier de ce triangle de la Burle? Et se sont rendus compte que tout remontait à 1949 et à un monsieur qui s'appelle Jean Perrard, qui était un auteur de romans. Et donc, contrairement à ce que pouvaient raconter les 30 histoires les plus mystérieuses, qui avaient fait 2-3 documentaires là-dessus, et ben en fait, tout part d'un roman. Alors, ils ont essayé de contacter l'auteur, mais il était déjà décédé. Mais tout part d'un roman, en fait. Et vous voyez que le travail des journalistes sur ce genre de sujet est plutôt laxiste, on va dire. Et là, je vous avais mis, donc je suis maudit, on ne voit pas mon image. Je vous ai mis une image de géoglyphe de Nazca. Vous connaissez peut-être ces dessins, là. Vous savez, là, j'avais mis un colibri. Ces dessins qu'on voit soi-disant que du ciel et qui représentent des formes soit d'animaux, soit il y a un petit truc qui ressemble un peu à un astronaute qu'on retrouve dans une plaine. Je sais pas, comme j'ai commencé tard, peut-être à 18h. Une plaine qui s'appelle la Pampa Infierno au Pérou. Et l'histoire dit que justement, comme on les a décelés que par avion, alors on ne peut les voir que du haut. Donc si on ne les voit que du haut, c'est-à-dire que ça s'adresse à des gens qui viendraient d'ailleurs, de l'au-delà, de soucoupes volantes potentiellement. Ça pourrait être des pistes d'atterrissage pour des soucoupes volantes. Ce qu'on appelle parfois la théorie des anciens astronautes. Ah, c'est fini. Ça coupe brutalement quand même. Hein. Donc je vais m'arrêter à 18h là. Voilà. Les mecs, ils ont dit qu'ils se baladaient, donc ils se baladent au bord du lac. Il y a des mélanges parfois entre tout et tout en fait, dans ce milieu-là. Je vous ai mis un exemple là, qui peut parfois prêter à conséquence et qui peut... c'est intéressant de le connaître, c'est l'utilisation de certaines méthodes de Mansi dans le recrutement. Sachez que vous serez un jour sur le marché du travail, vraisemblablement, et vous risquez d'être confronté à ça, des gens qui vont utiliser une méthode de Mansi pour recruter. Alors j'ai mis un exemple d'un personnage politique qui est assez connu, qui s'appelle Santini, et qui en parle. Normalement, le son devrait marcher. On revient vers vous. Bonjour. Aujourd'hui, on est avec un homme qui cumule pas mal de fonctions. Il est président de la Société du Grand Paris. Il est député de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Et ensuite, je dois garder mes fiches. Il est président du comité de bassin de l'agence de l'eau Seine-Normandie, président du syndicat des eaux d'Île-de-France et vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Paris Seine-Ouest.
Et il préside aussi une association d'amateurs de cigares. Il est enfin maire d'ici les Moulineaux, ville techno s'il en est. Nous sommes avec André dit Dédé, André Santini. Bonjour monsieur Santini. Salut. C'est un personnage. Comment voulez-vous connaître quelqu'un? Tout ce que vous savez de lui, le CV et tout, ça n'a aucun intérêt. Mais il faut donc avoir recours à des scalpels plus incisifs. Alors, évidemment, l'écriture, mais c'est assez intéressant. Hein. Il y a des cabinets spécialisés qui vous décrivent le caractère d'après l'écriture, et c'est souvent ce que je pense. Je ne crois même pas une fois avoir été en désaccord. C'est le style de l'écriture, c'est pas le contenu, c'est la forme. Ça peut sembler bizarre, mais moi je dis tiens, effectivement je ne le voyais pas écrire comme ça celui-là. Moi j'écris comme un sagouin, bon d'ailleurs j'écris très peu. Mais quelqu'un qui écrit bizarrement, bah, je ne le prendrais pas. Quand vous avez la graphologie, un petit numéro de numérologie, ça dépend aussi du poste. Plus un peu d'astrologie, vous finissez par avoir quand même une vue externe. Plus votre intuition, non, vous êtes pas mal. Vous regardez le signe des collaborateurs que vous recrutez? Souvent. J'ai vu que Domenech le fait, alors maintenant je vais m'en abstenir peut-être. Il y a beaucoup de gens, vous savez, il y a 20% de Français qui consultent. Moi par exemple, je suis Balance, ascendant Sagittaire. Non. Mais je regarde les signes des autres, oui. J'aime bien les taureaux, par exemple. Poisson, je méfie quand même. Hein. Ouais, je méfie. Vous êtes poisson, vous, non? Non. Verseau. Ah oui. Oh, bah, Verseau, ça se ressent. Les Verseaux, ils manquent souvent de détermination. Il ne faut pas confondre consensus et compromis. Il y a un mec qui dit Je que voulais les saluer Verseaux cette phrase. manquent de détermination. Alors, Moi, je suis pense que Verseau, c'est alors. intéressant de vous rappeler qu'il y a un article du Moi, Code je du manque travail de qui précise bien détermination. qu'on ne peut pas être écarté C'est vraiment d'une du procédure de bullshit, recrutement hein. par des moyens non référencés, et notamment la graphologie ne fait pas partie de ces méthodes-là. Il est illégal de passer par l'astrologie pour vous recruter. J'avais même vu un site de colocation qui demandait, vous étiez obligé d'indiquer votre signe astrologique pour avoir la possibilité d'accéder aux différentes propositions de logement. Et ça, légalement, c'est condamnable, ça. Parce que ce ne sont pas des méthodes qui permettent de Excusez-moi, prédire je le garde caractère ma des barbe, gens. ça Je doit suis faire navré de vous l'apprendre si vous ne sketch. saviez pas. Ce sont des méthodes qui ne permettent pas de prédire le caractère des gens. Donc de vous faire discriminer sur ces bases-là, c'est proche du scandale, quoi. Et juste peut-être un petit détail, ne pas confondre la graphologie, qui est l'étude du caractère des gens, l'étude Bon, ben, on a bien pseudo-scientifique, avancé, malheureusement, 3 cases. du Allez. caractère des gens à partir de la façon dont ils écrivent, quoi. Et ce qu'on appelle l'expertise graphique ou l'analyse graphique, qui, elle, est l'art de reconnaître, enfin la méthode qui consiste à reconnaître, est-ce que l'autographe de Justin Bieber que vous avez est bien celui de Justin Bieber? Est-ce que c'est Comment vraiment l'autographe de Napoléon sur la fin d'un documentaire? Mais oui, Est-ce que c'est le vraiment son but, c'est que je écriture, etc. bosse. Ça, ce sont des méthodes scientifiques qui permettent de montrer que ça fonctionne. Mais de tirer le caractère de quelqu'un à partir de son écriture, vous pouvez deviner vaguement quelque chose si quelqu'un vous remet si quelqu'un me donne son dossier et qu'il y a des taches de gras, de jambon dégueu et des miettes de pain et du café, je sais juste que c'est un cochon. Voilà, ok, ça je peux le dire, quoi. Mais sinon, je ne peux pas dire grand-chose sur lui. Et sur les signes astrologiques, bon, ça serait long. Il y a d'excellents travaux. Alors, sur la graphologie, vous avez un article qui est à disposition d'un collègue d'ici qui s'appelle Laurent Bègue, qui est simple à lire et très documenté. Je vous le mettrai en lien si ça vous intéresse. Et puis, sur l'astrologie, il y a beaucoup de bouquins qui en font la critique, mais il y en a un qui est sorti très récemment. J'en fais la promotion parce que je l'ai lu il y a très peu de temps. C'est un livre de Serge Bray-Morel, L'astrologie, la fin d'un mystère. Je vous l'ai mis juste en dessous. Mais si vous voulez... Le fameux Serge Brett-Morel, la sommité sur l'astrologie de tous les recs du monde, les recs, les rencontres de l'esprit critique à Toulouse, tous les ans, ça vient de passer. Quand même porter un peu la contestation, au moins avoir des bribes de doute sur comment fonctionne l'astrologie. Rappelez-vous déjà que les projections astrales des signes, c'est fait sur soi-disant une voûte qu'on répartit de manière équidistante entre 12 parties. On découpe comme ça artificiellement le ciel en 12 parties, sans vrai respect pour les constellations qui sont derrière, qui de toute façon sont elles-mêmes des constructions mentales. Constellations, ça n'existe pas ailleurs que dans notre tête, hein. Si vous vouliez faire un dessin qui relie d'autres étoiles et pas suivre les constellations classiques, c'est votre droit. Ça n'existe pas une constellation en tant que telle. Mais quand bien même on les accepterait, il faudrait se rendre compte qu'il y a des endroits où, notamment, je pense il y a une constellation qui n'a pas été prise en compte pour que ça fasse 12 en gros. Et il y en a une 13e en quelque sorte, qu'on appelle parfois
fois Ophiuchus, mais ça fait pas très joli, alors certains disent le serpentaire. Et donc tous ceux qui sont nés entre le 29 novembre et le 18 décembre, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais je pense qu'il y en a bien une personne sur 12 à peu près, eh ben, ne sont pas du signe astrologique qu'ils pensaient, mais ils sont Ophiuchus. J'espère qu'ils sont ravis de l'apprendre. Et puis, un autre problème aussi qui se greffe à l'astrologie, c'est que il y a un phénomène qui s'appelle la précession des équinoxes et qui, depuis Ptolémée, donc ça fait quand même bientôt 2000 ans, il y a une oscillation je ne rentre pas dans le détail, mais il y a une oscillation de l'axe du globe terrestre qui fait que ça entraîne un décalage dans les signes astrologiques. Et il y a un appareil même qui vous permet de mesurer votre vrai, si tant est que vous puissiez penser qu'il existe un vrai signe astrologique, mais vous pouvez corriger ce défaut de précision des équinoxes avec un outil qui a été développé par Henri Brock, le professeur de Nice, là. Je l'ai au bureau, donc si vous voulez vérifier votre signe astral, et vous verrez que pour la plupart des cas, en fait, vous êtes du signe d'avant, celui que vous êtes. Voilà. Donc en gros, moi j'étais Capricorne, par exemple, j'étais très content d'être Capricorne, et puis maintenant je suis Sagittaire. Alors, mais je m'y suis fait, c'est sympa aussi Sagittaire. En fait, c'est sympa tout le temps, quoi. Vous regarderez, c'est tellement flou que c'est relativement sympa tout le temps. Mais on a tendance à s'identifier un peu à... Donc j'aime bien Sagittaire maintenant. Voilà. Bon, lire Serge Brémorel, Astrologie, la fin d'un mystère, c'est probablement le livre le plus dense et le plus complet que j'ai pu lire sur le sujet. Les pseudomédecines maintenant, alors attention, précaution, c'est le sujet à propos duquel, je suis obligé de vous mettre en garde, c'est un sujet qui fait partir en live les repas de famille. Voilà, si vous parlez de ça en repas de famille, il y a de fortes chances que ça parte en cacahuète. C'est un sujet qui est affectivement chaud, les gens aiment leur thérapie, tout le monde aime sa thérapie, on fait des choix. Quand on fait des choix depuis longtemps, on valide. Il y a plein de raisons qui font qu'on a tendance à valider ces médecines-là ou certaines thérapies. Et il y en a malheureusement certaines qui ne fonctionnent pas. Et ça me fait ni plaisir ni pas plaisir. J'ai tellement adhéré à plein de pseudomédecines que ne soyez pas gênés d'y adhérer, vous, et puis vous pouvez d'ailleurs continuer à y adhérer. En fait, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, il n'y a rien de prescriptif dans ce que je vous dis. L'idée, c'est de vous encourager à faire vos choix, thérapeutiques notamment, en connaissance de cause. Alors j'insiste sur ça parce que l'astrologie, ça ne va pas vous faire mourir. Mais par contre, si vous avez un jour un cancer et que vous avez 200 thérapies alternatives qui vous sont proposées, vous n'avez pas le temps de vous tromper plusieurs fois, quoi. Voyez ? Et donc, il y a une importance quand même à se documenter relativement vite et à se baser sur des sources, quoi. Et malheureusement, il y a beaucoup de pseudomédecines qui n'ont pas de source. Ou parfois la seule source, c'est une intuition d'origine divine qu'a eu un fondateur quelque part, quoi. Et j'ai des exemples à l'appel de gens comme ça qui ont eu une intuition. Edward Bach, c'était dans un repas franc-maçon, illuminé. Il y en a un autre. Gérard Bedos. Quelle tête il a, ce monsieur? Pour aider les humains. Allez, on va regarder la tête de Gérard Bedos pour le présentifier, ce brave homme. Ah. Il y en a des milliers. Alors, lequel est-ce? Quel est-ce? Gérard Bedos. Il y est ou pas? C'est lequel? Les versions en couleur. Gérard Bedos. Ah, c'est lui. Ok. Les grosses lèvres.
Donc c'est lui, donc là, c'est lui. Ouais, c'est lui. C'est ce monsieur-là. C'est pas mal ça. Ouais, là c'est lui, Gérard Bedos et Christophe Picmal. Ah. Là c'est lui, et là du coup, ouais, ok, donc on est d'accord. Allez, on redonne la parole à Richard. Notre style de l'homéopathie, de l'ostéopathie, pardon, ou Palmer de la chiropraxie, c'est pareil, comme si c'était révélé par Dieu à un moment donné, mais sans preuve, si vous voulez. Alors, je vous ai mis quelques exemples comme ça rapidement. La kinésiologie appliquée, sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, notamment en 2007, parce qu'il y a une histoire assez sordide liée à la kinésiologie appliquée. C'est une méthode qui est née aux États-Unis par un type qui s'appelle Goodhart, et qui maintenant a pignon sur rue, notamment à Grenoble et à Paris. À Grenoble, il y a l'IFKA, l'Institut de formation de kinésiologie appliquée, qui développe cette méthode-là. Et c'est une méthode qui consiste à interroger le corps. Il part du principe que le corps connaît la réponse aux maux dont il souffre. Il suffit d'interroger une chaîne musculaire, notamment le bras, comme le fait la dame sur l'image là. Et en fonction de la faiblesse ressentie dans le bras, on peut deviner si c'est oui ou non la réponse à la question qu'on pose. Je reviendrai un peu dessus en détail plus tard pour vous expliquer comment on a pu tester ce genre de prétention-là. Alors ça leur arrive de tester des questions un peu bizarres, genre est-ce que le problème vient de votre père ou vient de votre mère? Alors si le bras s'abaisse, alors c'est plutôt la mère ou plutôt le père, en fonction de la question qui est posée. Et parfois certains ont été jusqu'à tester des médicaments comme ça. Ils disent dans la kinésiologie appliquée être capable de détecter les substances auxquelles vous êtes allergique. Et malheureusement c'est une méthode qui ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, la pauvreté scientifique sur le sujet est absolument manifeste. Les élixirs floraux de Bach, qui sont très vendus en pharmacie, font partie aussi des pseudomédecines. Il n'y a aucun corpus qui permette de montrer une quelconque efficacité de ces élixirs floraux, si ce n'est la présence d'alcool dedans, qui peut parfois faire du bien. Notamment, il y a un mélange qui s'appelle le Rescue, que je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui achètent le Rescue. C'est un mélange qui permet de ne pas stresser lors des examens. Ouais. Il n'est pas impossible que le brandy qui est dedans, l'alcool qui est dedans, ait un effet un peu calmant, mais c'est certainement pas la méthode qui est utilisée pour fabriquer les élixirs qui est la raison du succès de cette méthode. Et puis vous avez des choses qui sont, alors que je pensais être passées de mode et qui finalement ne le sont pas tant que ça, ce qu'on appelle les chirurgies psychiques. C'était très à la mode dans les années 60, notamment autour d'une école spirit aux Philippines, autour d'un gars qui s'appelait Tony Akpawa. Et c'était des gens qui étaient capables, vous veniez vous avec un cancer ou un truc horrible, épouvantable, et la personne vous opérait en direct sur une table, comme fait le monsieur sur la photo là, et vous retirait les tumeurs sanguinolentes et autres. Vers 2006-2007, dans mon cours, je le faisais. Je faisais toujours une séquence comme ça de chirurgie. Alors évidemment, je faisais la même chose qu'eux, mais moi, avec des moyens non surnaturels. Parce que eux, ce qu'ils disent, c'est que non seulement ils retirent vraiment la tumeur, et après, en fait, par leur esprit, ils referment la plaie, et il n'y a plus de traces. Ça fait que la personne se lève, elle n'a plus de traces, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça la chirurgie psychique. Alors que moi, je faisais ça sans traces, mais parce que je faisais de la magie, en quelque sorte, quoi. Sauf que j'ai arrêté parce que quelques années plus tard, j'avais croisé des étudiants. J'ai dit, vous vous rappelez de quoi de ce cours? Ils me disent, je ne me rappelle pas de grand-chose, mais alors la chirurgie psychique, c'était génial, il y avait du sang partout, c'est super. Je me suis dit, tiens, ça fait trop gadget, je vais arrêter de faire de la magie en cours. Donc vous ne pourrez que regarder en ligne comment ils s'y prennent. Vous pourrez peut-être vous retrouver, si vous cherchez bien, une vidéo où je le fais. C'est atroce. Et puis j'ai un camarade ici à Grenoble qui s'appelle Florent Martin. La chirurgie psychique. Donc vous pourrez regarder comment ils s'y prennent. Et je pensais que c'était complètement passé de mode, ça. Et en fait, non, il y a même une école à Paris qui s'est ouverte et qui propose ça. Je vous ai mis une vidéo pour que vous voyez. C'est passé dans le journal télé de TF1 en 2013. C'est un local en plein Paris. L'intitulé sur la porte est obscur. Biochirurgie immatérielle. Une fois par semaine, ce centre de formation ouvre ses portes au public. Bonjour. L'homme en blouse qui nous accueille est l'inventeur de cette méthode. Nous le filmons en caméra discrète. Merci d'être venu. Il n'est pas chirurgien, et pourtant, l'homme affirme qu'il va opérer les lombaires de ce stagiaire qu'il a choisi lui-même. Pas d'anesthésie, pas d'incision, car les instruments sont invisibles. Il prétend soigner grâce aux énergies. Ça te gêne? Concentration. Ce qu'il appelle une restauration peut commencer. Avec ses scalpels imaginaires, le maître ouvre le dos du stagiaire.
extraction des lombaires abîmés, puis mise en place des nouvelles. Ça va? Après l'opération, il jette tout simplement les instruments fictifs à la poubelle. Avec sa méthode, l'homme affirme pouvoir soulager différentes pathologies. Mais on fait l'opération du cœur. On enlève tout ce qui est défectueux et on remet du neuf à la place. Et quelle formation faut avoir à la base? Rien. Honnête, rien du Moins tout. possible. Plus vous savez de choses, Ah, ok. plus c'est un handicap. Et cela fait des années qu'il enseigne sa méthode. D'ailleurs, nous l'avions déjà filmé il y a 3 ans, en pleine intervention, avec toujours les mêmes gestes. Là aussi, comme par miracle, cette dame avait retrouvé l'usage de son pied droit. C'est bluffant. Les pseudomédecines Mais ont c'est aussi incroyable, essayé de c'est incroyable. C'est présenter n'importe toujours quoi. un corpus de Ouais, témoignages ouais, bon, vibrants enfin, à la place des preuves, quoi. Mais je vous ça expliquerai fait du comment bien on aux construit gens une en preuve même en temps. science. Oh. Et comment on construit une preuve, pas- notamment en médecine, faut c'est pas. compliqué, c'est Ouais. long, il faut le faire avec Faut- un grand échantillon de personnes et s'abstraire des biais d'attente que peuvent avoir les individus vis-à-vis de leur propre guérison. Et ça mérite des protocoles expérimentaux qui Faut sont pas que ça les compliqués à mettre en éloigne de place. la Et médecine. souvent, ces thérapies ne mettent pas en place ça. Alors des fois, c'est même encore plus rigolo. Je reparlerai, je pense au cours numéro 6, la gamme des réflexologies, qui est assez vaste. Là, je vous ai mis la réflexologie plantaire, qui a été inventée par Fitzgerald. Ça a à peu près un siècle, ça. Et l'idée, c'est que sous la voûte plantaire sont représentés, en quelque sorte, sont en symbiose des organes afférents de votre corps, et en stimulant certaines zones du pied, alors on pourra avoir un effet thérapeutique sur l'intestin grêle, sur le rein, etc., quoi. Aucune étude ne permet de penser une seconde ça, mais c'est la même chose pour la réflexologie palmaire sur les mains, l'auriculothérapie dans les oreilles, etc. Et croyez bien que je le regrette, puisque j'ai fait ça quand j'étais plus jeune, moi. J'ai pratiqué la réflexologie plantaire. Et puis, je vous ai mis aussi les bougies Hopi, pour vous parler au moins d'un petit problème que ça pose, les bougies Hopi. Voilà le genre d'études que vous pouvez prendre. Ce sont des bougies qui sont vendues en pharmacie, ici, hein, même à Grenoble. Ce sont des bougies qui, quand vous les mettez dans votre oreille, elles prétendent retirer vos mauvaises pensées, retirer certaines des bactéries qui polluent votre tête et retirer le cérumen, vous savez, cette petite pâte gluante que vous grattez parfois avec un stylo bic, avec un capuchon de stylo bic, ça marche très bien. Je me surprends à le faire parfois, j'ai honte. Et alors, les bougies Hopi, oui, vous avez un sujet comme ça, vous dites, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, alors comment vous faites? Déjà, première chose à faire, c'est, bon, d'où ça vient? Qui a parlé de ça en premier et d'où ça vient? Alors déjà, vous avez une indication, les Hopi, qu'est-ce que c'est des Hopi? En fait, les Hopi, c'est des Amérindiens qui sont cousins des Apaches. C'est une famille d'Amérindiens qui sont dans l'Arizona du Nord. Et donc vous pouvez vous renseigner, c'est ce qu'ont fait un groupe d'étudiants. Ils se sont dit, tiens, on va se renseigner, est-ce que les Hopis s'en servent depuis longtemps et comment, etc. Ils ont regardé les sites qui proposaient ça. Ils revendiquent tous ce qu'on appelle l'argument de l'exotisme, c'est-à-dire ça vient de loin et c'est très ancien, une bonne vieille méthode transmise par les anciens. Autrefois, les Indiens Hopis utilisaient cette technique ancestrale pour se régénérer, etc. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté les Hopis. Ils ont contacté, qui existe toujours, hein, les Hopis. Alors je vous ai mis une photo de Hopi, mais comme mes photos sont parties en cacahuète, tant pis. Ils ont contacté l'Office culturel de préservation de la culture Hopi en Arizona. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? L'Arizona, j'avais dit ça? Ouais, bon, c'est bon. J'ai cru que j'avais dit une bêtise. La réponse a été nette. Le bureau de préservation de la culture Hopi n'a jamais eu connaissance de quiconque chez les Hopis ayant jamais pratiqué la bougie d'oreille, quoi. Alors après, ils sont passés du côté scientifique. Est-ce qu'il y a des preuves quand même? Parce que même s'ils ont menti, ceux qui ont inventé ça, qui s'appelle Biosun and Revital, ceux qui ont monté cette entreprise-là, même s'ils mentent sur l'argument, c'est pas pour autant que ça ne marche pas, quoi. Est-ce qu'il y a des études qui permettent de penser que les prétentions de la bougie Hopi fonctionnent? Et en fait, il y a eu des études, notamment en 1996, d'un monsieur qui s'appelle Seeley, S-E-E-L-Y, et qui montre que, je vous fais ça en bref, mais que l'aspiration créée par la bougie, bon déjà on ne peut pas vérifier si ça vous enlève les mauvaises pensées, parce qu'il faudrait comparer avant, après, savoir si vous avez moins de mauvaises pensées après qu'avant, et en fait c'est impossible à prouver ça. Et la deuxième chose, c'est que si vraiment il y avait une aspiration qui permettait d'aspirer le cérumen, vu que le cérumen est très visqueux, il faudrait une aspiration telle que probablement ça vous arracherait les tympans et peut-être un peu de votre cervelle aussi, quoi. Donc c'est très peu probable que ça vous retire du cérumen. Donc c'est une méthode qui ne remplit pas ses fonctions, il n'y a aucune preuve à l'appui de ça. Ça n'empêche pas que vous fassiez le choix de vous servir si vous le souhaitez, mais faites-le en pleine connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'efficacité propre connue de cette méthode-là. À vous de voir maintenant.
Voilà. Alors, les pseudomédecines, Attends. Moi, je connaissais pas du tout les bougies Hopi avant le cours de Richard. Jamais entendu parler de ça. Alors voilà, par contre, j'ai fait ma planche. Donc ça, je suis content. On va passer ça, voilà. Bon, j'ai fait un storyboard vite fait, hein, voilà. Mais voilà, c'est rigolo. Il y a des petits gags, c'est sympa. Là, il est 18h, donc je pense que... Ah, attention, ban. Stop, arrête, attention, Twitch ultra titise. Faut pas de sang, pas de sein, ni rien, ultra cato. Ah, j'avais pas vu. Bon, écoute, on verra, hein. Mais c'est... Ouais, c'est du sang de poulet, là, parce que c'est du faux, en fait. Mais bon, il y avait rien de... On verra. Écoute. On verra bien. Bon, en tout cas, j'ai fini ma planche, moi. Alors... Ouais, il faut faire attention. Bah, je ferai attention. Si Richard est un peu trop vénère, je le couperai, je le censurerai. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'UGA, en tout cas, soit sur YouTube, ce qui est mal, c'est très très mal, comme il l'a expliqué au début, soit sur PeerTube, donc ça c'est bien, c'est très bien PeerTube. Bon, bah écoutez, merci d'avoir suivi ce stream, et puis à la prochaine fois alors. Salut, bye bye.